Parfait. Bon, donc, on va vous parler du dépistage des sujets à haut risque de chute. Et pour essayer de comprendre un petit peu cette notion-là, et pour entamer cette discussion, le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être à risque de quelque chose, hein, que ce soit la chute ou autre. Il nous a paru intéressant de peut-être le présenter au travers de quelque chose qui n'est pas la chute, mais qui est le risque d'avalanche d'abord. Et donc, lorsqu'on regarde les échelles qui nous essaient de nous identifier des notions de risque d'avalanche, vous avez le risque très élevé, à limité, à faible en dessous. On se rend compte qu'en fait, lorsqu'on veut identifier un risque, on se rend compte que c'est une probabilité de survenue d'un événement, c'est-à-dire que ce n'est jamais une certitude. Donc là, quand on prend l'échelle de risque d'avalanche, ça va être, il y avoir des indicateurs qui vont nous permettre d'identifier le niveau de ce risque-là, c'est-à-dire la pente, le type d'enneigement qu'il y a eu, les conditions climatiques, etc. Donc, un risque va être lié pour l'identifier à des indicateurs. Et la présence de ces indicateurs fait augmenter le risque statistique de survenue de l'événement. Ça veut donc dire qu'un risque élevé, quand on a quelqu'un qui est classifié à risque élevé, par exemple pour la chute, mais ça peut être pour l'escar ou pour d'autres événements, ce n'est jamais une certitude de survenue de l'événement, et un risque faible non plus n'est pas une certitude d'absence d'arrivée de l'événement. Ça veut donc dire aussi que, en termes de vocabulaire, on n'est peut-être pas très bon quand on dit est-ce que ce sujet est à risque. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il ne tombera jamais. Ça ne peut pas exister. Donc le risque, il faut le comparer à une population. C'est-à-dire la vraie question, c'est est-ce que le sujet est plus à risque que la population dans laquelle il vit, ce sujet-là. Donc, est-ce qu'il a un risque plus élevé? Donc, les bilans, ce qu'ils vont rechercher, c'est surtout d'identifier des sujets qui ont un risque supplémentaire plus élevé. C'est vrai qu'en raccourci, on va dire il est à risque ou il n'est pas à risque. Mais ce n'est pas vrai. La notion de pas à risque n'existe pas. Le risque de chute, c'est donc une probabilité de survenue de l'événement chute. C'est lié donc à des indicateurs dont la présence, lorsque ces indicateurs sont là, fait augmenter le risque statistique de survenue de l'événement chute. Il faut donc rechercher ces éléments, et ces indicateurs, on les appelle des facteurs de risque, donc de risque de chute. Et ces facteurs, il faut bien les choisir, parce qu'il faut qu'on soit sûr que ces facteurs sont liés avec la chute, avec l'événement chute, et qui vont déterminer l'importance donc de cet événement chute. Donc c'est cette notion de facteur de risque qui va être présente lorsqu'on va vouloir identifier des sujets à risque de chute. Et là, parfois, on fait des raccourcis. Par exemple, c'est de dire que voilà, un sujet qui a un mauvais équilibre est un sujet dont on va pouvoir prédire la chute. Ben ça, souvent, c'est un raccourci qui est un petit peu rapide parce qu'on se rend compte que la chute ne peut pas être liée à un seul indicateur, elle est souvent plurifactorielle, même si d'avoir un mauvais équilibre augmente le niveau de risque de chute, mais rien ne nous garantit qu'un sujet qui n'aurait pas un équilibre déplorable ne va pas tomber. Par exemple, il peut avoir deux psychotropes, ce sujet-là, avoir un problème d'appui au niveau du pied, etc. Et finalement, être dans la catégorie des chuteurs, ou des sujets à risque de chute, alors que son équilibre n'est peut-être pas déplorable. Donc souvent, c'est ça des conditions comme la perte d'équilibre d'un sujet qui font augmenter son risque, mais qui ne sont pas prédictifs du phénomène de risque, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entrer. Donc, il y a un consensus quand même sur ces facteurs depuis des années. Si on reprend les travaux, je vous ai mis les travaux anciens exprès, de la Société American Geriatric Society de 2001, les Britanniques, mais aussi de la HAS, on sait que effectivement les facteurs de risque sont clairement identifiés. Je ne vous les mets pas tous, on en a fait un petit recueil un peu par groupe, si vous voulez. Ça tourne autour, bien sûr, l'équilibre. L'équilibre, il est prépondérant dans la problématique de la chute, mais la faiblesse musculaire est quelque chose d'important. L'incontinence, on verra qu'en gériatrie, surtout en EHPAD, l'incontinence est un facteur de risque de chute, et on va essayer de comprendre pourquoi. Les problématiques visuelles, les médicaments à risque, il y a des sujets, lorsqu'on va avoir un certain nombre de médicaments, en particulier les psychotropes, on peut avoir des risques un peu plus augmentés. On a aussi les troubles cognitifs que vont avoir les sujets, qui peuvent être des facteurs de risque de chute qui sont non négligeables, la podologie, l'environnement, bien entendu. Après, on peut en décliner, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus précis, qui sont identifiés. Là, ce sont les catégories. Mais ce qui est important, c'est que tous ces facteurs de risque n'ont pas ce qu'on appelle le même poids, la même importance. On prend l'exemple de l'équilibre. C'est évident que si vous travaillez, et je pense Cyril l'abordera tout à l'heure, sur des populations âgées jeunes, un peu plus jeunes, c'est-à-dire quand vous avez 60, 70 ans, 75 ans, c'est vrai que parmi les risques de tomber, si vous avez un équilibre instable,
ça fait partie des risques qui ont un poids important. C'est pour ça que souvent, dans ces populations, lorsqu'il y a des ateliers, prévention primaire des chutes, etc., la recherche des problématiques d'équilibre est primordiale dans cette population-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont finalement peu polypathologiques encore à cet âge-là. Donc, parmi les facteurs qui ressortent de façon évidente, il y a celui-là. Maintenant, si vous allez dans une population plus âgée, vous allez vous rendre compte que les facteurs de risque vont augmenter. Ils peuvent avoir effectivement des problématiques podologiques, des problématiques de pathologies liées au vieillissement, ils peuvent avoir un Parkinson en plus, ils peuvent avoir une polymédication, va être relativement fréquente, des problématiques de poids, de force musculaire, de fragilité, etc., etc. Donc là, on va devoir aller chercher un peu plus large sur ces facteurs de risque. Alors, un exemple, en EHPAD, l'incontinence, chez les sujets déments, multiplie le risque par 4,9. C'est donc le risque relatif le plus élevé que l'on trouve de chute dans la population âgée EHPAD. Vous voyez, alors que la chute, l'équilibre a un risque relatif de 2,63. Risque relatif, c'est-à-dire ça multiplie par 2,63. Si vous avez un mauvais équilibre, vous avez 2 fois 63 plus de chances de tomber que les autres. Alors que si vous avez aussi une problématique d'impériosité mictionnelle, là c'est 4,9. Alors qu'on ne retrouvera pas ça dans une population un petit peu plus jeune peut-être. Donc l'HAS recommande notamment note l'association entre le risque de chute et les troubles mictionnels, ils le mettent en avant, en particulier chez les sujets qui se lèvent souvent et précipitamment, notamment en cas d'impériosité mictionnelle. Donc vous voyez que les facteurs de risque, il faut aller les chercher selon les populations. C'est pour ça que Cyril vous parlera tout à l'heure des différentes populations. Et puis, dans les facteurs de risque, il faut aussi compter l'épidémiologie. Alors, j'ai emprunté cette diapo à mon ami Hubert Blin, le professeur Blin, qui aime bien présenter cette diapo pour dire pourquoi pouvait-on prédire que sur ces 4 individus, il n'y en avait que 2 qui allaient tomber? Tout simplement parce qu'ils tombent à chaque fois, dans tous les épisodes de touche, où vous pouvez ouvrir tous les bouquins de Tintin, vous les verrez se casser la gueule, alors que les autres non. C'est-à-dire que l'antécédent de chute est aussi un critère simple, épidémiologique, qui permet de définir les sujets à risque de chute. Et donc, dans tous les bilans que je vais vous présenter après, vous aurez, pas tous d'ailleurs, vous aurez assez fréquemment, tout simplement, la notion « êtes-vous déjà tombé ?» Et donc, c'est vrai que ça fait augmenter le risque de chute des sujets, puisqu'ils sont déjà dans la catégorie « je suis déjà tombé ». Donc, voilà, il y a des facteurs physiopathologiques dans les facteurs de risque des sujets, mais aussi on peut aller chercher des facteurs épidémiologiques dans ces facteurs de risque de tomber chez les sujets. Alors, comment identifier maintenant, puisque c'est la question, les sujets à risque? Tout simplement, plus ils vont cumuler des nombres de facteurs de risque importants, plus leur risque va augmenter. Si vous travaillez sur d'autres domaines comme l'escar, on le sait déjà, on ne mesure pas le risque d'escar uniquement à la dénutrition. Il y a la dénutrition, il y a l'humidité, il y a l'immobilité, la pression, etc. Et quand on va assembler tout ça, ça va faire des scores qui vont permettre de dire « Ah, là, le risque va augmenter ». Mais on ne va pas se limiter à un seul élément. Donc là, dans les bilans qui vont essayer de dépister les risques de chute, on va avoir ce facteur-là de plurifactoriel. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus tout checker, parce que ça prendrait un temps infini. Donc, il y a des bilans qui ont été créés pour essayer d'en identifier les essentiels, et ces essentiels pour faire des bilans relativement courts. Donc, ces bilans, donc, vous allez avoir en gros 2 types de façons d'aborder la chose. Ce qu'on appelle à gauche les screening tools, tests de balayage rapide et simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'en 4-5 questions, on puisse savoir est-ce que ce sujet est plus à risque que celui-là. Ça permet de faire un tri. Ce tri, ça évite aux équipes de devoir aller faire des bilans complets à tout le monde, parce que c'est trop chronophage. Je fais un parallèle avec d'autres choses. Si on travaille sur le risque de cancer du sein, on ne va pas faire des mammographies à tous les âges et à tout le monde. Ça va être en fonction de certains facteurs de risque, donc un screening tool initial, qu'ensuite va être fait un bilan plus approfondi et complet de ce risque-là. Donc, on va voir ces screening tools. Et puis, bien sûr, les bilans approfondis, ça serait de dire, bon, deuxième façon de travailler, on va prendre tous les facteurs de risque et faire des bilans complets. Je vais faire un test de Tinetti pour l'équilibre, je vais faire un test de vision pour les problèmes visuels, un test podologique complet pour ça, un test de force musculaire pour un test cognitif pour. Et au fur et à mesure que ces tests vont être positifs, on va se dire, bon, mais le risque augmente. Vous vous rendez compte, la complexité et la longueur de ce travail-là. Donc, c'est pour ça que ces bilans plus courts existent, qu'on appelle des screening tools. Et dans tout système de prévention, vous aurez toujours des screening tools. Je reviens vers l'ESCAR parce que c'est parfois peut-être un peu plus connu. Si vous faites le score de Braden, Norton et Waterloo, ce sont des screening tools, des tests de balayage ultra simples et rapides qui permettent de dire, bon, il est plus à risque, il est moins à risque. Avec une perte, forcément. Hein, c'est-à-dire qu'on a des gens qui passent au travers de la raquette en faisant cette méthode-là. Hein, voilà. Alors, ces screening tools sont des tests de dépistage relativement rapides. Je vais vous en présenter certains parce qu'ils ne vont pas utiliser exactement les mêmes items selon si vous travaillez à l'hôpital, en soins aigus, par exemple, si vous êtes en long séjour ou à domicile.
Donc, un des plus connus, hein, j'en ai pris quelques-uns, c'est le Stratify ou Stratify. Alors, vous voyez que les items qu'ils vont choisir, c'est par exemple, là, c'est pour les sujets hospitalisés qui étaient développés sur tout ce bilan-là. Est-ce que déjà il était hospitalisé pour chute ou chute à l'hôpital? C'est-à-dire, en gros, ça, c'est le facteur épidémio. Hein. S'il rentre pour chute, bon, déjà, il prend un point. Hein, donc, il monte un petit peu son niveau de risque. Et puis, un autre élément qui est lié à l'épidémiologie des chutes à l'hôpital, c'est que les gens agités tombent beaucoup plus. Les sujets agités vont beaucoup plus tomber parce qu'ils vont se lever, se mettre en danger, etc. Donc, est-ce qu'il est en état d'agitation? Est-ce qu'il a un déficit visuel? Est-ce qu'il a besoin de changer de fréquence? Ça rejoint ce que je disais sur les problématiques de continence. Un sujet qui est agité et qui a une impériosité missionnelle, toutes les chances qu'il va se casser la figure dans l'hôpital assez rapidement. Et puis, le score de transfert et de la mobilité de Bartel, ce n'est pas forcément évident, mais en gros, est-ce qu'il a des difficultés modérées par rapport à sa mobilité? Vous voyez, lorsque le score est supérieur ou égal à 2, on dit qu'il a un risque majoré. C'est-à-dire que majoré, on ne dit pas qu'il est à risque, il est majoré. Le risque est plus important que le reste de la population. Un autre, hein, le Hendrix 2 Fall Risk. Alors, c'est à peu près la même chose, mais ce que je trouve intéressant dans le Hendrix 2 Fall Risk, c'est que vous voyez que les scores qui sont proposés sont pondérés, c'est-à-dire que ce n'est pas un à chaque item. Par exemple, la confusion, désorientation, impulsivité, scoré à 4. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est beaucoup plus important. Symptômes dépressifs à 2, élimination altérée, vous voyez qu'à nouveau est lié. Est-ce qu'il y a des vertiges chez les sujets? Être homme, ben oui, statistiquement, ça joue. La prise d'antiépileptiques, benzodiazépines, enfin voilà, ça c'est des classiques. Et puis à la fin, vous avez 4 items qui sont sur la force musculaire avec le fameux test Rising Chair, se lever d'une chaise. Est-ce que les sujets arrivent à se lever? Vous savez que c'est un test sur la force qui est très intéressant, très simple et qui permet vraiment de dépister un sujet qui présente vraiment une fragilité un petit peu avancée, donc des facteurs de risque de chute importants, avec un score là aussi qui est à peu près un score supérieur ou égal à 5 identifie un risque élevé voilà, d'un sujet de faire une chute. Pour le domicile, alors vous voyez voir que les items vont changer. On retrouve des items qui sont identiques, mais vous voyez que la pondération de ces items va être un petit peu différente. Par exemple, là, il y a antécédent de chute avec blessure au cours de la dépassée. Voilà, pas de chute, etc. Blessure lors de la chute. Et ça, c'est très intéressant, épisode occasionnel ou fréquent de presque chute. Cette notion de presque chute est très intéressante. Si vous questionnez des sujets sur la chute à domicile, etc., bon, on va vous dire, je suis tombé une fois, peut-être deux, là et là. Par contre, si vous les questionnez, est-ce que vous avez eu des épisodes de presque chute? Vous vous êtes rattrapé, heureusement que le mur était là. Là, ça pourrait être beaucoup plus fréquent. Et en gros, c'est un peu le fruit du hasard s'ils ne se sont pas retrouvés par terre. Et donc, c'est quand même intéressant de cette notion d'épisode occasionnel ou fréquent de presque chute. Ensuite, il y a la vitesse de marche, parce que la vitesse de marche est un indicateur de fragilité. Donc, s'ils sont à moins de 10 secondes pour faire 100 mètres, 5 mètres, par exemple, et bien là, à ce moment-là, le sujet va être en plus grande difficulté. Ensuite, marche instable ou irrégulière, vous savez, ça c'est un item pris du Tinetti dynamique. Hein. En gros, si on observe que la marche n'est pas très stable, on va le scorer. Donc, il y a quand même beaucoup à domicile de cotations autour de la problématique de l'équilibre quand même. Vous voyez que, comme je vous disais, on ne retrouve pas la force musculaire qu'on retrouve dans le test d'avant. Donc, ils ont choisi ces items-là. Et puis, je vous donne parfois des solutions hybrides, celle du professeur Blin à Montpellier, du Centre de prévention des maladies du vieillissement. Ils ont une consultation chute et voilà, ils vont utiliser certains items. Est-ce qu'il est tombé dans les 6 derniers mois? Le temps d'appui unipodal, c'est un item simple sur l'équilibre, c'est 5 secondes le cut-off. Peur de tomber, difficulté de se relever d'une chaise sans les mains, c'est le facteur force musculaire. Le time up and go, c'est sur la vitesse de déplacement. Et puis stop walking when talking, vous savez, c'est quand on les fait marcher, les sujets, lorsqu'on va poser une question, on va ralentir ou s'arrêter. Et là, en fait, ça va regarder s'il est sensible à la double tâche, donc un facteur cognitif influençant les capacités de marche et d'équilibre. Et là, si c'est positif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de score réel, mais ça va lancer l'évaluation pluridisciplinaire qui va nécessiter cette prise en charge. Donc là, on a fait une dernière revue de littérature, la plus récente. Là, en 2021, vous avez eu une revue systématique de la littérature qui a identifié 38 bilans qui existent actuellement de dépistage du risque de chute qui sont identifiés. Et ce qu'ils en concluent, c'est qu'il n'y a quand même pas d'outil idéal. Pourquoi? Parce que ce sont des outils qui sont faits pour justement simplifier la situation. Donc, ce qu'on appelle la valeur prédictive positive n'est pas forcément très élevée. Donc, ça veut dire qu'il y a des trous dans la raquette. Hein. C'est-à-dire quand on va identifier des risques des sujets à plus haut risque, ça veut dire qu'ils vont l'être effectivement. Mais par contre, on peut louper quelques sujets qu'on aurait identifiés à moindre risque, mais qui pourraient effectivement être chuteurs hein, par rapport à ça.
Il recommande, et on le retrouve de plus en plus, effectivement, d'utiliser peut-être plusieurs outils, peut-être d'en faire deux, le Stratify, le compléter avec le Hendrix2, ou le compléter avec un test de Tinetti, par exemple. Et puis aussi l'observation directe, c'est-à-dire d'aller aussi se mettre en confrontation, de vérifier, bon, bah, alors, faites cette activité et regardez un peu ce qui va se passer. Il y a une revue de systématique aussi qui avait été faite en 2018 et qui garde à peu près les mêmes résultats. Ils disent tout simplement que les sujets, plus ils vont avoir des risques, plus il va falloir les évaluer avec des facteurs plurifactoriels. Et donc, ils proposent d'associer deux bilans, eux, carrément, de prendre deux bilans de facteurs de risque. Et si les deux sont positifs, là, on a plus de chances, effectivement, que le sujet soit effectivement positif. Ce qu'il faut garder à l'esprit, ce que je vous marque à la fin là, c'est qu'il y a un constat simple. Plus les sujets vont cumuler des facteurs de risque, plus le risque va augmenter. C'est tout simplement ça qu'il faut à peu près regarder. Donc, vous pouvez très bien vous satisfaire de dire, bah, si dans mon institution, je ne sais pas si vous travaillez à domicile, je vais dire, est-ce que vous êtes déjà tombé, est-ce que vous avez des presque chutes, est-ce que vous avez une force musculaire réduite, est-ce que vous prenez des psychotropes? Bon, mais ça suffit. Si vous avez déjà des réponses oui à plusieurs de ces questions, vous dites, bon, le risque est là. Le risque a augmenté. Vous ne pouvez pas prédire qu'il va tomber, mais vous pouvez dire le risque a augmenté. Et donc après, si ce dépistage est positif, c'est-à-dire, bah oui, j'ai mon sujet qui est un peu plus à risque, bah là, il va falloir agir. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de le dépister, il va falloir donc maintenant se dire, bon, mais il faut regarder de plus près. Et donc regarder de plus près, c'est se dire, je vais devoir regarder chaque facteur de risque pour voir s'il est présent. Pourquoi? Parce qu'il va falloir travailler chaque facteur de risque, essayer de l'enlever. Par exemple, ça peut être la podologie chaussage qui est le problème. Donc, il va falloir jouer là-dessus. Ça peut être effectivement l'équilibre. C'est là où le fameux test Kinetti, le test de Berg ou d'autres tests peuvent être importants. La perte de poids, qui est un élément qui peut être non négligeable. Les déficits visuels, etc. Plus on va taper sur du plurifactoriel, plus on a des chances que le risque diminue chez les individus. Et donc, derrière, qu'il y ait moins d'événements chute. Puis on va regarder les dangers environnementaux. Pour les ergothérapeutes aussi, on va regarder cet aspect-là. Vous voyez, il y a du travail, de la place pour tout le monde dans cette prévention des chutes. Mais après, à nouveau, Cyril va pondérer un petit peu mes propos par rapport au fait d'aller peut-être faire des populations d'âges différents et des profils, c'est très important, de profils complètement différents. Alors, je voulais, pour terminer, vous faire un petit focus sur l'équilibre parmi les facteurs de risque, hein, parce que bon, souvent, voilà, l'équilibre, c'est l'élément qu'on travaille le plus. Si on regarde les dossiers des patients d'EHPAD, par exemple, bon, souvent, on peut trouver peut-être un bilan d'équilibre ou un SSR, mais généralement, on n'a pas d'autres éléments que celui-là. Alors, l'équilibre, oui, c'est important. Par contre, on a des croyances sur les outils d'équilibre. Par exemple, le test de Tinetti n'est pas bon pour dépister les sujets à risque de chute. Ce n'est pas un bon test de dépistage, il n'a pas de bonne performance, il a ce qu'on appelle une sensibilité qui n'est pas inintéressante, mais une spécificité qui n'est vraiment pas très bonne. Donc, si un sujet a un mauvais test de Tinetti, on peut dire, bah oui, il augmente son risque, puisqu'il a un des facteurs, la chute, voilà. Mais par contre, si vous avez un sujet qui a un test de Tinetti qui est médiocre, moyen, etc., rien ne vous dit s'il n'a pas d'autres facteurs de risque, il ne va pas tomber. Pour avoir des déficits visuels, prendre un somnifère le soir, avoir un environnement un petit peu dégradé, et finalement finir par se casser la figure, alors que le test de Tinetti ne l'aura pas forcément identifié comme un risque. Donc, il n'est pas suffisant, il est important, mais il n'est pas suffisant, on ne peut pas se lier qu'à ça. Mais si vous travaillez, Cyril en parlera, dans une population de 50 ans, qui a un problème d'équilibre, c'est souvent, généralement, un des facteurs les plus essentiels de risque de chute. Donc, il peut être parfois suffisant de dire, bah, si vous ne tenez pas sur une jambe 5 secondes, bah, effectivement, vous êtes dans une catégorie, c'est vous qui allez tomber, hein, ce n'est pas les autres, puisque à 50 ans, des gens qui ont 2 psychotropes ou 3, il n'y en a pas beaucoup, des gens qui font de l'arythmie cardiaque, il n'y en a pas beaucoup, etc. Donc, on a quand même moins de chances de les louper. Alors, je voudrais quand même vous parler du Tinetti pour revenir à l'essence même de ce bilan-là, se dire à quoi il sert et par qui il a été créé et comment il a été fait. L'objectif de l'auteur Tinetti, c'était de faire un test pour évaluer rapidement l'équilibre, sans équipement, facilement, et représentatif des postures qu'utilisaient les gens à domicile dans leur activité de la vie journalière. Donc, elle a observé un peu ce qu'on faisait, elle s'est dit, tiens, à domicile, les gens, ils attrapent des trucs en l'air, ils font des demi-tours, ils attrapent des trucs en bas, ils doivent se mettre sur un pied pour enjamber la baie vitrée en rentrant, etc. Donc, elle a dit, tiens, on va en faire des items pour laisser tester ces postures liées aux AVJ des individus pour voir lesquelles sont dysfonctionnantes de ces postures-là. Alors, ce test de Tinetti, il y a une étude qui est sortie, il y a 37 versions différentes. Déjà identifiées. C'est-à-dire que, bon, vous risquez de retrouver des versions en 13 items, 9 items, 7 items, des items 0, 1, 2, 1, 2, etc. Généralement, elle est plutôt recherchée la version initiale. Hein, vous avez deux publications initiales de l'auteur lui-même. Ensuite, c'est d'autres auteurs qui ont modifié un petit peu parfois les items ou les cotations, etc.,
pour arriver à des versions un peu différentes. Alors, pourquoi utiliser ce test? Il s'appelle POMA d'ailleurs, hein, le test de Tinetti étant l'auteur, mais c'est la version, on l'appelle le test de Tinetti. Donc, je vous dis, prédire un risque de chute, c'est assez limité. Voilà, il n'a pas cet objectif-là. Il peut vous dire si un sujet a plus haut risque de chute, ce qui n'est pas la même chose, hein, ce n'est pas forcément prédictif. Prédictif, il doit aussi pouvoir vous dire que si le sujet a un bon résultat au Tinetti, il ne doit pas tomber. Or, comme je vous disais, si le sujet a un bon résultat au Tinetti, il peut très bien tomber pour d'autres raisons. Alors, voilà, il est donc sensible et moins spécifique. Par contre, il a une très bonne sensibilité au changement. C'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé en rééducation. Aussi, parce que si un sujet progresse au Tinetti, c'est que son équilibre a progressé. Ça, vous pouvez en être certain, donc les choses se sont améliorées. Revenons à l'objectif de l'auteur, qui était de réaliser un test représentatif des postures utilisées dans les activités de la vie journalière. Ça, je trouve que c'est intéressant. Le test de Tinetti peut donc dépister des postures qui ne sont pas bonnes, déficitaires, et ça va permettre deux choses. Un, d'orienter vers une prise en charge spécifique, se dit, bon, la punipodale n'est pas bon, le Romberg, la fermeture des yeux n'est pas bon, voilà. On peut aller travailler, faire des rééducations, des entraînements très spécifiques par rapport à ces troubles posturaux-là. Mais deux, c'est un autre intérêt, c'est d'identifier ces fragilités posturales qui peuvent entraîner des chutes à domicile. Et ça, je vais essayer un peu de l'approfondir, là, il reste 2 diapos par rapport à ça. Alors, c'est peut-être un peu plus du côté des ergothérapeutes là qu'on va pencher sur ce domaine-là. Mais regardez, par exemple, l'analyse qualitative du POMA. C'est une publication qu'on avait fait avec le professeur Hubert Blin pour essayer d'essayer de voir un petit peu. Alors, je vais vous prendre 2 items du test de Tinetti. Le debout, assis, incontrôlé. C'est-à-dire, dans le test de Tinetti, ils sont debout, ils doivent s'asseoir harmonieusement. Incontrôlé, ça veut dire il va lâcher le sujet. Ben dites-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en hypothèse, ça peut être lié à quoi? Faiblesse musculaire, ça peut être arthrose fémoro-patellaire et plein d'autres choses, etc. Ça peut être un appui douloureux qui fait déverrouiller. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu la gériatrie, ce qu'on appelle la dyschronométrie. Bref. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va évaluer les activités de l'individu, on va être plus attentif à certains éléments. On va être par exemple plus attentif à la descente des escaliers, puisqu'il y a une contraction qui est excentrique du quadriceps et le risque de déverrouillage, c'est là où on a les chutes majeures à la descente d'escalier qui pourraient être dépistées un peu par ce fameux test où le sujet va devoir s'asseoir harmonieusement. Les équilibres après se relever des assises, les équilibres en s'asseyant, bien entendu, les sujets qui vont lâcher dans le fauteuil, difficulté de relever du sol, les prises d'objets basses ou au sol, où les sujets peuvent déverrouiller, être emportés. Vous voyez, il peut y avoir un lien entre je dépiste des fragilités, ça veut dire que lors de ma visite à domicile, je vais avoir une attention plus exacerbée sur certains éléments que sur d'autres. Un autre exemple, vous avez l'appui unipodal. À quoi sert l'appui unipodal dans la vie courante? Il sert à avoir un pas long, c'est-à-dire que l'appui unipodal, ça donne un temps aussi lent qu'est long. On a besoin d'un pas long quand? Quand on enjambe. Dans les AVJ, alors vous enjambez une baie, vous descendez une marche, vous sortez d'une douche, vous êtes obligé de faire un pas long. Et lorsque le sujet fait un pas court, là, il va se retrouver embêté. Il va devoir faire un pas long. Et s'il n'a pas un temps aussi long unipodal suffisant, ce pas long va devenir compliqué. Et donc, il risque d'avoir besoin d'un point d'appui ou de quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va permettre un petit peu de faire ce genre de dépistage où on va aller chercher un petit peu plus précisément. Et ça, c'est important parce que vous savez qu'actuellement, on se met en place la prime adapte, éventuellement des diagnostics à domicile, etc. Et on peut se poser la question, est-ce que lorsqu'on va regarder quelqu'un à domicile faire quelque chose, est-ce qu'on va dire qu'il est à risque uniquement parce qu'on va voir des déséquilibres? Ben, ce n'est pas si sûr que ça. C'est-à-dire que la mise en situation à domicile n'est peut-être pas très reproductible. Par exemple, on a suivi des patients qu'on a fait faire et refaire plusieurs fois de sortir, je me rappelle d'un sujet, de son domicile où il y avait une marche, c'était très bien, très posé, il prenait les bons appuis, et pourtant, il était tombé 2 fois à cet endroit-là. Mais là, les essais que nous faisions, il n'y avait aucun problème lors de la sortie, de l'entrée. Ça veut dire que lorsque les sujets vont chuter, il faudrait en fait le faire un très grand nombre de fois pour éventuellement voir arriver l'événement à un moment donné. Donc, il vaut mieux avoir des critères qui nous disent où est-ce que potentiellement, statistiquement, pourrait arriver le problème à partir du moment où j'ai dépisté des facteurs qui sont ou physiques, comme le test de Tinetti, ou cognitifs, ou comportementaux, ou posturaux, ou podologiques, etc. Et donc, aller à ce moment-là, ce n'est pas parce que je ne verrai pas l'événement, moi, en visite à domicile, que je ne vais peut-être pas conseiller quand même, en leur disant, là, il y a quand même un risque, parce que vous pourriez déverrouiller, parce que tel test nous a dit ça, et donc d'être attentif, éventuellement, à peut-être sécuriser un secteur où pourtant, il ne nous est pas apparu évident lors de la visite à domicile qu'il y avait
un risque latent. Mais par contre, les bilans, tel le bilan de Tinetti, auraient pu nous le dire. Donc voilà, je vais arrêter ici le partage d'écran. Voilà. Cyril, je vais peut-être te donner la parole par rapport éventuellement à ce qu'il y a eu des questions. Je vois que ton micro est débranché. Pardon, Voilà, très bien. merci. Oui, en fait, il y a eu une question sur les bilans à récupérer. Donc, on va vous en envoyer par téléchargement dans l'espace discussion. Voilà. Alors, je vais, après l'intervention de Cyril, je ferai glisser dans l'espace discussion des fichiers PDF et vous pourrez comme ça les récupérer certains bilans. Enfin, si jamais ça ne fonctionnait pas, vous reviendrez sur sauvetage et on vous fera passer certains éléments Ouais. qui permettront voilà, de récupérer de l'information sur certains éléments comme ça. Donc, on a une question, il y en a une autre sur les bilans, il y a une question, donc c'est ça. Une sur le webinaire est enregistré. Oui, il est enregistré, donc il y aura moyen de le revoir, effectivement. Pour ceux qui J'espère que posent la ça va question. marcher. On espère que ça va jusqu'au bout. Il y a un commentaire, t'aurais dit, de Caroline Martinez qui est très pertinent. Chuter est plutôt un risque et non pas une chance. Bon, je sais Tu pas, dit que peut-être c'est une dire chance? qu'il y a des risques de chute. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être. Merci en tout cas de l'attention, il faut être très attentif. Mais non, je crois que c'est bien un risque de chute, effectivement. Mais qui est à différencier du risque qui est associé de la pathologie de l'équilibre, effectivement, l'équilibre n'est pas un bon indicateur, même si c'est effectivement une bonne cible de travail. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette différence souvent entre le caractère prédictif d'un événement et la notion de risque. C'est-à-dire que les bilans, ce qu'ils ont du mal, souvent, ils sont sensibles et pas spécifiques, comme je vous disais, parce que si vous êtes positif, par exemple, un bilan d'équilibre qui n'est pas bon, voilà, donc effectivement, vous montez votre risque de tomber. Par contre, pour être prédictif, ça voudrait dire qu'il faut être sûr que si vous êtes bon en équilibre, vous n'allez pas tomber. Vous voyez, c'est la différence entre la sensibilité et la spécificité. Donc, quand on a un bilan qui nous dit positif, il n'est pas bon en équilibre, oui, on sait qu'il augmente son risque de chute, il n'y a pas de problème. Par contre, si en équilibre, il n'est pas forcément mauvais, ben, rien ne nous dit que ben, peut-être pas tomber parce qu'il pourrait très bien avoir une arythmie cardiaque, il pourrait très bien avoir un problème cognitif, une impériosité mictionnelle, il pourrait très bien avoir, etc., qui fait que ben, finalement, il peut se mettre aussi à risque de chute pour d'autres raisons que… Donc, quand ce n'est pas monofactoriel, quand l'événement n'est pas lié qu'à un seul élément, ben effectivement, on a des bilans qui doivent être plurifactoriels pour pouvoir y arriver. Donc, oui, quand vous avez un sujet qui a un équilibre qui n'est pas bon, il est à risque de chute, c'est évident. Mais non, quand l'équilibre est moyen, par exemple, vous ne pouvez pas garantir que le sujet n'est pas à risque de chute, voilà, surtout sur les polypathologiques d'un certain âge. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, il y a une question Effectivement, sur Dany, est-ce qu'il y a des bilans oui, spécifiques spécifique. ergo sur les troubles visuels. À ma connaissance, non. Il y a la Falls Eyes Chart, qui est un bilan qui permet fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas ophtalmo, mais qui permet de faire un dépistage très rapide. C'est un papier qui est à imprimer, qui est à mettre à 2 mètres l'individu. On lui demande de lire entre certaines lignes. Voilà, il faut différencier ce qu'on appelle des tests de dépistage, c'est-à-dire qu'on peut être lanceur d'alerte en disant j'ai dépisté des troubles, j'amène vers ensuite un professionnel dont c'est le métier. Donc il y a des bilans de ce type-là. Mais il n'y a pas, je pense, d'outils très spécifiques par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup. On vous répondra là sur les bilans. Il y a des questions sur les bilans. Je pense à Franck Bourrel qui a posé une question. Si vous levez la main et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On va essayer de les compiler, de vous répondre à la fin, notamment parce que je vais, de ma part, aussi revenir un peu sur cette notion-là, en espérant peut-être répondre un peu à votre question. Voilà, donc à la suite de la présentation de Fabrice, moi je vais plutôt vous parler des populations à risque, se disant que finalement, à l'intérieur de tous ces chuteurs, la chute est un événement, c'est un peu comme l'accident de la route. On dit on va éviter l'accident de la route, mais l'accident de la route, eh bien, on aura l'impression qu'il faut baisser la vitesse et puis que les accidents, ça concernerait tout le monde. En fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que les accidents ont lieu principalement sur les départementales et nationales, donc pas forcément sur autoroute, donc c'est pas la vitesse, c'est pas toujours, enfin c'est souvent en cause. Mais en fait, le premier facteur, c'est les stupéfiants et l'alcool, et que finalement, c'est la tranche des 40 ans qui sont les plus à risque à l'heure où est sorti un arrêté pour éviter les conduites sur les troubles cognitifs.
Néanmoins, quand même, les conducteurs les plus à risque, ce n'est même pas les jeunes, c'est les 30 à 40 ans. Donc, on voit bien que souvent, pour une approche, si on veut être efficace, il va falloir souvent s'adapter et de savoir à qui j'ai affaire en termes de population. On vous a présenté plusieurs types de dépistage. Il y en a 3, c'est que ça se pose à 3 populations différentes. Alors, si on fait un petit historique sur comment on a pu arriver à conclure que finalement la chute était certes plurifactorielle, mais comment on pourrait définir à la fin des populations, des chuteurs, je dirais, à faible risque, mais pas avec le même type de chute, pas au même endroit et pas selon le même mécanisme. Ce qui affinera beaucoup notre approche. Et quand on doit monter une prise en charge ou s'occuper de ces patients-là, ça va beaucoup nous orienter de savoir si j'ai un patient qui chute dehors, sur le toit, ou s'il chute en allant au WC, en faisant son demi-tour, quels sont véritablement ces risques, qui sont soulevés d'ailleurs par les dépistages. Donc en 2005, l'HAS, c'est le premier document un peu synthétique autour de la chute, on va dire, sur la Haute Autorité de Santé en 2005. Et à l'époque, on entend encore ça dans les formations médicales, on parle de chute accidentelle. Donc la HAS l'a traité comme ça. Elle a dit, il y a des chutes accidentelles. Or, les chutes, finalement, quand ils se sont penchés, ils sont vite arrivés à des conclusions quand c'était très plurifactoriel et qu'il y avait une partie hyper importante des pathologies chroniques. La perte de force musculaire, on ne parlait pas tellement de sarcopénie à l'époque, un petit peu, mais pas beaucoup. On savait qu'il y avait de la cognition, on savait qu'il y avait également des troubles cognitifs, de la dépression, on se doutait qu'il y avait autour de ça. Et puis, il y avait déjà des pathologies aiguës. On se disait, ah oui, c'est vrai que la prise de médicaments, c'est peut-être en cause. Et puis, bien sûr, l'environnement, mais ça, l'environnement, ça fait longtemps qu'on considère qu'un environnement, quand il y a des fils et des tapis, finalement, c'est dangereux. Donc, ce n'était pas très compliqué de rajouter ça. En 4 ans, la HAS a beaucoup évolué. En faisant évoluer finalement sa recommandation, en appelant ce coup-ci les personnes âgées faisant des chutes répétées, parce qu'on s'est vite rendu compte que la chute accidentelle, ça n'existe pas. Une chute, elle se définit par quelqu'un qui a chuté et par la suite. C'est-à-dire que si on a une chute, ce qui a bien défini la HAS en 2009, a lieu à moins de 12 mois, il y a un fort potentiel sur le fait que la première chute ait créé cette deuxième chute-là, par peur de tomber, par anxiété qui soit venue, par une douleur qui serait passée de façon inconnue, par parfois aussi ces changements d'autonomie dont personne ne s'affole beaucoup chez des personnes âgées. On va dire, mais finalement, il sort un peu moins, il ne va plus vers ses commerces. Oui, il a un peu mal ouvrir la porte, mais vous comprenez, il a quand même 98 ans, donc si on n'ouvre pas la porte, c'est quand même pas un drame non plus. Oui, mais c'est des changements. Et tous ces changements-là, on se rend compte qu'en réalité, ils sont préexistants à la chute, ils décompensent au moment de la chute dite accidentelle, qui en fait est une chute sans complications directes, mais qui se mesure en fait à une période de 8 à 12 mois sur une deuxième chute, dont on verra dans l'historique, dans les facteurs des antécédents, on verra qu'il y a un lien entre ces deux-là. Donc les recommandations ont beaucoup évolué. Alors ils ont augmenté un peu la liste des pathologies chroniques, ils ont rajouté un peu de pathologies aiguës, on a parlé de pathologie vestibulaire pour la première fois, hein, de penser que le vestibule, on sait qu'on a des omissions vestibulaires, on a des extinctions vestibulaires, le vestibule fonctionne, mais il n'est pas toujours pris en compte dans certaines pathologies, chez certains patients. Et finalement, la conclusion, ça a été de dire, et c'est ça qui était nouveau, c'est que l'éducation, c'est que travailler sur l'équilibre, la rééducation, changer l'environnement, mettre en place des traitements pour les événements aigus, mettre en place des thérapies, par exemple de la kiné de renforcement, ça fonctionne, mais ce n'est pas suffisant. Finalement, le ciment d'une prévention des chutes, du point de vue de la l'HAS, qui reste encore aujourd'hui le seul document de la l'HAS sur les recommandations, il n'a malheureusement pas évolué, il y a au moins une notion qui est évidente, c'est qu'il faut éduquer la personne. Et que lorsqu'on éduque soit le sujet, soit son entourage, c'est de loin ce qui est le plus efficace. C'est-à-dire d'éduquer sur les mesures qu'on a effectivement mises en place. Donc une connaissance qui a évolué autour effectivement des facteurs de risque plus ou moins présents, chroniques, aigus, un facteur environnemental et un besoin d'expliquer, d'accompagner le sujet et son entourage. Vous avez ici l'exemple d'une étude de référence
qui est une très belle étude de 2000, qui est tout à fait 2019, qui était très intéressante parce qu'elle ressemble à beaucoup de choses que l'on connaît. 240 patients en nécessaire qui sont rentrés pour chute avec fracture du col du fémur, donc répartis sur 6 hôpitaux, et donc une prise en charge classique que l'on rencontre en SSR, je dirais classiquement, avec du dépistage, tel que l'a parlé Fabrice, des évaluations de l'équilibre, de la force musculaire, la prise en charge de la douleur, une attention sur la mobilité, les ateliers équilibre, de l'acte de kiné, des ergos en réadaptation, ce qu'on va appeler l'usual care. Finalement, c'est déjà une très très belle prise en charge, mais on s'est rendu compte que l'autonomie du sujet, c'est-à-dire un sujet plus actif, qui ressort, qui tombe moins, mais qui également qui gagne de l'autonomie, qui ressort principalement de chez lui, qui reprend ses courses, qui reprend confiance en lui, qui arrive à acquérir sur des techniques et qui arrive à mieux cuisiner, à faire des choses qui soient de l'ordre de l'autonomie, est améliorée par une prise en charge spécifique qui est amenée principalement de l'éducation cognitivo-comportementale, peur de tomber, de l'éducation, une activité à analyser à domicile, comment ça se passe, comment vous le faites, est-ce que vous avez des difficultés, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous le faites seul, est-ce que vous vous arrêtez, qu'est-ce que vous voulez effectivement reprendre, et puis renforcer pour un deuxième groupe par un capteur d'activité à domicile, qui est un capteur qui permet, quand on revoit les sujets au fur et à mesure, de se rendre compte, de revoir avec eux, vous avez beaucoup marché, vous n'avez pas beaucoup marché, vous avez fait telle activité, c'est très éducatif, ça permet de prendre vraiment en compte sa réelle activité, sa réelle participation. Et donc des études qui montrent qu'effectivement, lorsqu'on ajoute ce côté éducatif à une prise en charge qui est déjà bien complète et très bien structurée, eh bien, on est encore meilleur. Donc c'est bien cette position d'éducation qui est devenue, et ce que l'HS avait rappelé peu de temps avant, est revenu cimenter, si vous voulez, la prévention des chutes. C'est finalement plus ce côté-là qu'un travail rééducatif pur qui soit vraiment le plus efficace. Alors, des publications, il en existe beaucoup. Les Australiens ont énormément publié juste avant 2010. Ils ont fait de superbes travaux, vous pouvez les lire. Ces travaux, il y a vraiment tout qui est pris en compte, la double tâche qui est arrivée, la cognition, les troubles visuels, les extinctions vestibulaires, les stratégies de cheville, de hanche, il y a beaucoup de choses. Donc, dès 2009, donc vous voyez, 4-5 ans après les publications françaises, avec aussi beaucoup de dépistage, beaucoup de multifactoriel, la vision, l'alimentation, qui prenait une part de plus en plus importante dans ces facteurs de risque, en rappelant que, de fait, beaucoup de facteurs de risque, beaucoup de pluridisciplinaires pour être le plus efficace. Donc, voilà comment évolue un petit peu la connaissance. Récemment, les ergots, ça c'est les ergots britanniques qui font du super travail. 2020, une très belle, ça vaut le coup quand même de regarder cette recommandation parce que il y a vraiment une analyse bibliographique et des niveaux de preuve sur des études avec des niveaux de preuve A, des randomisés, des choses des éléments qui ont montré des effets vraiment plausibles sur des types de prise en charge. Voilà, qui a beaucoup encore affiné en parlant d'activité en situation de vie quotidienne intérieure et extérieure. Rappeler l'éducation pour les aménagements. On trouve, dans toutes les études d'aménagement, on trouve la même mécanique. C'est que quand un aménagement est mis en place, il est moins bien suivi que lorsque l'aménagement est expliqué et éduqué. Donc ça marche aussi pour la chute, bien sûr. Un chapitre entier sur la peur de tomber. Ça, c'est vraiment les travaux de Tinetti en deuxième partie de sa vie. Elle a travaillé également sur la peur de tomber. Elle est l'auteur d'une échelle de peur de tomber de la SAFE pour vraiment mesurer à partir de quand les activités vont être limitées par peur de tomber et pas pour une autre raison. Et donc, beaucoup d'actions autour de la peur de tomber, vous le voyez, sur l'impact sur l'activité, avec donc pouvoir écouter, mener des entretiens pour diminuer cette peur. Également, l'activité qu'on retrouve comme étant un facteur important de reprise de confiance et donc d'éducation thérapeutique, sans que ça soit de l'éducation thérapeutique, je dirais, mais ça peut marcher, l'éducation thérapeutique telles qu'elles sont distribuées par les ARS, bien sûr, mais même en dehors de ces circuits-là, on peut faire de l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage. Donc, on agit sur l'environnement physique et sur l'environnement humain. Et puis donc, tout un chapitre également sur l'éducation, sur la prévention des chutes. Je dirais que plus que de faire un atelier, c'est toujours important d'avoir des mises en situation, de l'éducation, de l'information, des supports d'information, des choses à lire, des choses à réfléchir, des choses à discuter. C'est vraiment une approche qui fonctionne
Vraiment très, très bien. Et puis, dernier travaux en date, fin 2020, Santé publique France publie enfin une étude française sur la chute et arrive quand même à conclure une chose, c'est qu'en réalité, eux, leur conclusion, c'est pas de dire, ils sont plurifactoriels, il y a de l'environnement, oui, ils ont peur de tomber, oui, ils ont des problèmes vestibulaires, mais ils tombent. Mais là, c'était simplement de dire, attention, finalement, on a peut-être des populations différentes. Ils ne tombent pas tous au même endroit. Ils ne tombent pas tous pour les mêmes raisons. Oui, c'est plurifactoriel, mais il y a un groupe qui a peut-être moins de risques qu'un autre, puis qui n'a surtout pas les mêmes. Donc, c'est tout à fait ces profils qui ont donc été identifiés. Alors, c'est vrai que nous, dans ce que l'on distribue dans nos formations, dans nos explications, on a mis en place une procédure qui s'appelle la méthode personne, environnement, activité, pour rappeler qu'on a des actions donc très personnelles sur les facteurs personnels, la rééducation qui peut améliorer des facteurs de risque, des actions sur l'environnement, qui comprend l'environnement, les aides techniques, l'accompagnement, l'éducation, et puis bien sûr, la mise en activité plus complète, instrumentale, double, triple, quadruple tâche. Et donc, c'est l'ensemble de cette procédure qui répond finalement, qui arrive à répondre de façon assez souple à chacun de ces profils. Alors, ces profils, les voilà, ils en ont décrit 5. Alors, je vais le lire avec vous rapidement. On parle de robuste. Vous voyez qu'il y a eu une appellation qui a été empruntée au principe de la fragilité. On a parlé de robuste, de pré-fragile, de fragile, de dépendant. Donc, c'est beaucoup utilisé sur les modèles de fragilité. La fragilité, on se rend compte, là, elle fait à elle seule 2 catégories, pré-fragile et fragile. La chute, c'est de toute façon indissociable aux évaluations de la fragilité. Et donc, des bilans comme le SPPB, qui est un bilan qui arrive au départ de l'équilibre, qui est passé par la sarcopénie, est aujourd'hui un bilan en réalité de l'évaluation de l'autonomie à 6 mois ou de la perte d'autonomie à 6 mois. Donc, on a des liens qui sont intéressants, qui se sont créés entre des bilans qui arrivent d'ailleurs, composites, qui sont des bilans très physiques, mais qui en réalité ont des conclusions d'autonomie. Donc, ces patients robustes sont plus jeunes. C'est les plus jeunes de la cohorte, 65 à 74 ans. C'est en général, mais ce n'est pas que l'âge, c'est aussi des personnes qui sont en général de haut niveau d'études, donc avec un niveau éducatif relativement élevé. Et ces personnes-là, en réalité, tombent, donc ils ont au moins le point commun tous d'avoir été hospitalisés pour chute. C'est des personnes qui sont allées à l'hôpital parce qu'ils étaient tombés. C'est quand même une notion importante. Ces personnes donc de niveau robuste chutent de grande hauteur, alors parce qu'ils sont sur les toits, parce qu'ils montent réparer leurs tuiles, parce qu'ils vont monter tout en haut de l'arbre pour couper les branches, parce qu'ils vont faire des activités à risque. Et dans ces activités à risque, ils tombent un petit peu plus que les autres populations. Alors, ils n'ont pas de pathologie chronique, ils sont en général très autonomes, ils s'occupent de leurs petits-enfants, c'est des gens très actifs qui voyagent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme facteur de risque? On ne trouve pas grand-chose. On trouve que peut-être il y a un rapport à l'alcool qui est peut-être un peu plus important chez eux. Ce qui nous fait dire que dès ces personnes-là, même s'ils tombent, même si on ne trouve pas de troubles de l'équilibre évident, ils tombent quand même dans des activités à risque. Donc, il y a une éducation qui va se porter d'une part sur rester actif, mais faites attention. Ça vaut le coup d'aménager, de donner des petites astuces, de donner des petits éléments pour pouvoir continuer à monter sur le toit, mais avoir une échelle avec de quoi mieux se tenir, des poignées, des choses un peu plus sécuritaires. Et puis, une éducation peut-être aussi sur l'hygiène de vie, qui a été supposée comme étant faisant partie des facteurs de risque de ces personnes-là. Donc, des sujets qui sont différenciés des sujets pré-fragiles. On voit que ces sujets pré-fragiles, ils sont à peu près du même âge, un petit peu plus âgés. Ils sont autonomes, mais là, on trouve plus. Alors là, on trouve des chutes qui sont des chutes plutôt sur la terrasse. Vous voyez, chute lors d'une perte d'équilibre de leur hauteur. Alors, c'est beaucoup de chutes en fait à l'extérieur, sur une terrasse ou dans un salon, dans un espace dégagé. Donc là, on devine qu'il y a des troubles de l'équilibre qui sont plus présents. On trouve dans ces populations-là aussi un peu plus de pathologies plutôt thyroïdiennes ou des pathologies gastriques ou du moins des pathologies de marqueurs, en fait, si vous voulez, aigus. Donc, on voit qu'il y a un peu d'éducation, il y a un peu de soins médicaux peut-être plus importants chez eux pour compenser les pathologies aiguës, les désordres hormonaux ou type thyroïdien. Et puis, on va trouver effectivement des stratégies de cheville, peut-être une double tâche légèrement sensible chez ces patients qui tombent. Ils sont très actifs, ils s'occupent encore de leur famille, ils conduisent, ils vont faire leurs courses, ils sont très autonomes.
mais néanmoins, on trouve des chutes qui sont quand même différentes de la chute de ceux qui tombent en faisant des activités éminemment à risque. Et puis les plus nombreux, alors c'est le profil 3. Le profil 3, c'est les plus nombreux. Ils vivent en partie à la maison, il y en a une proportion qui vit en EHPAD, alors que jusque-là, les robustes préfragiles, ce ne sont que des sujets de domicile. Fragiles, on est dans la même catégorie d'âge, mais là, on trouve d'autres pathologies. Il y en a 90% d'entre eux qui ont une pathologie ostéo-articulaire. Donc, on retrouvera des limitations d'épaule, des hanches arthrosiques, des déficits de flexion de hanches, des pieds plats, des chevilles qui sont plus raides sur la flexion plantaire, par exemple. On va trouver aussi des pathologies musculaires. Et donc, on retrouve les autres pathologies également, mais on a ces pathologies chroniques, je dirais, peut-être plus classiques pour ceux qui sont en SSR ou qui travaillent auprès de populations plus âgées, mais voilà, beaucoup présents. Et la différence, c'est que ces sujets-là tombent dans l'escalier. Alors, tombe dans l'escalier, c'est ce que disait Fabrice au début, c'est peut-être que là, dans les biens d'équilibre, on va voir arriver des problématiques de quadriceps, de capacité de contraction, en extrinsèque, quoi, enfin en étirement, en résistance. On voit bien qu'il y a peut-être ces risques-là. Il y a sûrement des pathologies musculaires ou du moins des déficits de stratégie musculaire. Et le Tinetti, puisqu'il en parlait, parlait dans sa première partie, Tinetti a développé cette analyse et son bilan chez ces patients-là, chez ces patients fragiles, chez qui on savait qu'il y avait manifestement des adaptations posturales statiques ou dynamiques qui pouvaient être perturbées et qui expliqueraient probablement quelques chutes dans des endroits pas tellement à risque, qui restent les escaliers. Ça reste quand même une contrainte environnementale un peu élevée, mais on voit que ces problèmes vont plutôt poser des chutes dans des adaptations posturales. Donc, c'est essentiellement les escaliers. Et les escaliers, on n'est pas très loin du franchissement de seuil. Un seuil qui soit assez large, avec une demi-marche, on est dans une situation effectivement d'escalier. Donc, on voit que déjà sur ces trois premiers profils, on voit qu'on n'a pas les mêmes chutes, on n'a pas les mêmes contextes pathologiques, on n'a probablement pas les mêmes approches. Très éducatifs, très informatifs, équipés, le logement, les outils pour le premier. Pour la deuxième partie, c'est commencer à travailler un peu sur du support médicalisé, des soins, un peu d'entretien, de l'auto-exercice, et puis garder quand même une activité intéressante. Les fragiles, on se rend compte que là, on a besoin de rééducation plus spécifique, parce qu'on a des troubles ostéo-articulaires, des troubles musculaires et articulaires. Et puis les deux derniers profils, dépendants. Alors, ils ont différencié dépendants et dépendants avec pathologie neurodégénérative. Principalement, en fait, je vais vous le dire, c'est pour les difficultés d'information qu'ils ont eues dans l'étude. Parce qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'un patient dépendant, donc principalement en EHPAD, ce sont des sujets d'EHPAD, plutôt âgés, plutôt des femmes, qui se perçoivent en mauvaise santé, ça veut dire qu'elles sont peut-être un petit peu anxieuses, un petit peu un contexte anxio-dépressif, qui, elles, sont dépendantes pour la plupart des AVQ, donc des ADL qui sont modifiés, donc problème de continence, problème de déplacement, problème de verticalisation, problème d'habillage, problème de toilette, et qui chutent, et ça c'est toute la difficulté des chutes en institution, qui chutent dans les activités à faible intensité. Et là, on se retrouve face à des personnes qui tombent lorsqu'ils vont chercher un verre d'eau ou lorsqu'ils veulent aller au WC. C'est des choses extrêmement simples. Jusqu'ici, ils tombaient parce qu'ils montaient sur le toit, parce qu'ils allaient dehors ou parce qu'ils prenaient l'escalier. Et là, ils sont beaucoup plus polypathologiques. On trouve des troubles cognitifs dans une majorité des cas associés aux troubles musculaires, aux pathologies articulaires, aux troubles cardiaques, aux troubles respiratoires aussi. Donc, on a plusieurs pathologies chroniques. Chez eux, ça vaut le coup de travailler de l'environnement. C'est ceux qui sont très, très, très sujets à des ateliers, à de l'éducation, à de la surveillance. Ces patients fragiles, il y a énormément de choses à faire, à la vision, au chaussage, à discuter d'une contention pour certains d'entre eux, à discuter également des parcours de marche, des sorties avec les familles. Il y a énormément de choses à faire sur ces sujets dits dépendants en EHPAD qui chutent. C'est très plurifactoriel, ils sont très pluripathologiques et ils tombent quasiment tout le temps parce qu'ils tombent dans des activités dites à risque. Et puis le profil 5, c'était surtout pour dire que c'était surtout des patients chez qui la pathologie neurodégénérative était trop évoluée pour qu'ils puissent renseigner les urgences lorsqu'ils arrivaient aux urgences, donc incapables d'expliquer, et les EHPAD qui malheureusement aujourd'hui ne transmettent pas assez d'informations. Et je reviens sur ces patients dépendants aujourd'hui, si les EHPAD doivent évoluer, c'est peut-être sur ce versant-là, de plus s'intéresser aux chutes, de plus les documenter, vraiment d'en faire un risque,
On dit qu'il y a 5 risques en institution. La chute est le risque le plus fréquent, juste devant l'escar. L'escar est souvent documenté, la chute l'est beaucoup moins. Et la chute, chez le patient dément, il ne faut pas l'oublier. On connaît les situations à risque. Évidemment, ils tombent du fauteuil, ils tombent du lit, ils franchissent les barrières. On le sait, que c'est des choses que tout le monde connaît, que tout le monde rencontre. Mais c'est intéressant qu'elles existent parce que quand on les suit, ces patients-là, malheureusement, quand ils changent d'établissement, on ne sait même pas ce qu'il se passe. Donc, ils en ont fait un groupe à part, mais probablement qu'il y a il y a des échanges entre les profils 4 et profil 5. Donc, vous voyez que sur ces 5 profils, on va finalement peut-être couvrir l'intégralité des shooters. Peut-être que les robustes, c'est ce qu'on a appelé les shooters accidentels. Ça n'existe pas tellement. Par contre, il existe des gens qui tombent dans des situations rares. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas retomber. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de facteur de risque. Et puis après, les pré-fragiles, fragiles, c'est ceux qui sont éligibles aux ateliers, aux éducations. Ça, c'est super. La montre connectée, ça marche. Et c'est très, très bien. Et il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils prennent confiance, et il faut qu'ils retravaillent. C'est vrai que ça fonctionne très, très bien. Chez les dépendants, les dépendants de pathologies neurodégénératives, on se rend compte qu'on est plutôt en institution. C'est le pluridisciplinaire, c'est l'adaptation de l'environnement, c'est les aides techniques au transfert qu'on voit arriver, les guidons, les accoudoirs longs, les coussins qui remontent les assises, c'est les entraînements de base, faire un peu de pédalage, il y a des choses très adaptées. Et puis on voit surtout qu'il y a une approche très plurifactorielle, troubles du comportement, attente, hydratation, anxiété, douleur, problèmes de faim et de soif qu'il faut régler chez ces patients-là et qui sont parfois des informations qui ont du mal à transiter. Voilà, quand on regarde de façon identique un petit peu l'activité, les lieux et les mécanismes, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant, c'est qu'on voit que d'abord dans les mécanismes, la perte d'équilibre, elle est finalement, il y a à peu près 11% de cas de perte d'équilibre, or qu'en fait, elle est beaucoup plus dominée par des chutes de sa hauteur. Alors, ce n'est pas tellement un équilibre, c'est qu'on a chuté en faisant une activité où on était effectivement debout, sur un demi-tour ou sur un franchissement d'obstacle. C'est bien sûr un dépassement d'équilibre, mais l'équilibre n'est pas impliqué en tant que tel. Ce n'est pas le vestibulaire, ce n'est pas le visuel, ce n'est pas la proprioception, c'est qu'il y a eu une compétition de l'équilibre avec autre chose qui a créé effectivement cette chute. Donc, on s'en rend compte. Dans les lieux, je ne sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez suivi les plans d'adaptation des salles de bain l'année dernière pour prévenir les chutes dans la salle de bain. Ça n'a pas fonctionné. Pour quelle raison ça n'a pas fonctionné? Parce que les gens ne tombent pas dans la salle de bain. Mais la salle de bain, c'est comme l'autoroute. Quand on tombe dedans, on se fait mal. Ça, c'est comme l'autoroute. Quand il y a un accident, en général, ça cartonne et ça fait très, très mal. Mais ce n'est pas si fréquent que ça. Effectivement, là, on retrouve des salles de bain loin derrière les WC, la cuisine et les parties extérieures. Pour finalement se rendre compte que ceux qui tombent le plus, c'est probablement les fragiles, parce que mes patients actifs, ils tombent dans les parties extérieures. Bon, d'accord, on les voit arriver ici. On voit la terrasse, le balcon, le garage. Ils sont là, les fragiles, quand ils tombent. Ils sont effectivement dehors. Mais quand on voit chambre et salon devant, on sait très bien qu'ils tombent surtout, c'est les patients fragiles. Ils tombent dans la chambre parce qu'ils font des activités de base. Ils se lèvent de leur lit, ou ils vont aux toilettes, ou ils vont chercher un verre d'eau, ou ils vont chercher des techniques, ou ils vont chercher leur télécommande pour allumer la télévision. Donc, on voit bien émerger la pondération de ces populations. Elles ne sont pas aussi nombreuses, je vous l'ai dit, les fragiles, c'est les plus représentés. Et on dit qu'ils tombent de leur hauteur, parce qu'il n'y a pas que de l'équilibre. C'est évident que s'ils sont tombés, c'est parce qu'ils avaient une précipitation pour aller aux toilettes, ils étaient désorientés, ils avaient un problème visuel, ils avaient un problème auditif, il y a des tas d'autres choses qui sont en cours. Et on voit bien d'ailleurs que les causes, vous voyez, je n'ai même pas anticipé, c'est bien l'hygiène et la toilette qui restent quand même bien devant, derrière le besoin de marcher, c'est-à-dire sans but précis, les travaux domestiques. Bon. Finalement, c'est intéressant à lire parce que de façon brutale, on voit que les fragiles sont tellement fréquents chez les shooters qu'ils sculptent, si vous voulez, ils sculptent les graphiques, mais ça vaut le coup de croiser ces informations en ayant cette lecture, de dire j'ai des populations à risque, j'ai des populations fragiles, très fragiles, machin, pour effectivement faire le lien. J'ai peut-être intérêt à aller travailler dehors, terrasse et balcon, chez certains d'entre eux, à les mettre en situation de course parce qu'ils ont des pertes d'équilibre, oui, et parce qu'ils chutent de grande hauteur. Ce n'est pas parce qu'ils sont à 2,8 chacun qu'il ne faut pas s'en occuper. Mais ça veut dire qu'on ne va pas faire les mêmes choses chez tout le monde et que nécessairement nos approches elles vont être différentes. On va croiser la chambre avec la toilette, avec la chute de sa hauteur. Là, oui. Là, il y a des choses à faire autour de la continence, de la chambre et des personnes qui se lèvent
et qui peut-être ne prennent pas leur aide technique. Là, je passe rapidement. C'est un deuxième grille de lecture parce que l'environnement, on en parle beaucoup, les fils, les tapis, mais l'environnement, c'est aussi l'environnement humain, c'est les aidants. Et pourquoi l'éducation de l'HS a été présentée comme étant un des facteurs de réussite, c'est qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on éduque le patient, donc ça marche sur les premiers stades, mais quand on arrive chez les fragiles et chez les fragiles ou les dépendants, on se rend compte qu'ils sont aidés et qu'on a plus vite fait d'agir souvent sur l'aide humaine qui interfèrent avec les activités dont on peut lire que les transferts sont massivement, sont massivement faits tout seuls, mais on voit que les ménages sont très vite pris, les transports sont pris en compte. On voit que cuisiner est en général compensé, assez compensé, le suivi du traitement aussi. On se dit que c'est quand même des facteurs qu'on retrouve dans les dépistages. Le fait de pouvoir s'assurer l'activité, sortir de chez soi, réaliser, c'est très IADL, si vous connaissez les IADL, et c'est les premiers qui sont perdus. Et ça, c'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, on a tendance à banaliser un petit peu, on banalise le fait que quelqu'un doit être aidé, parce qu'après tout, il est vieux et c'est normal, mais on voit à travers ces études-là qu'en réalité, ils sont aidés, alors toujours les mêmes, hein, ils sont aidés pour les sorties extérieures, ils sont fragiles, ils tombent chez eux, puis c'est ceux qui tombent le plus, puis en fait, ils tombent de leur hauteur, puis ils tombent dans leur chambre. Vous voyez, il y a une sorte comme ça de cercle vicieux qui sont présents. Et ça explique souvent que ces populations, elles sont très, très différentes. Hein. Quand on traite un patient qui a juste un trouble de l'équilibre et qui boit un peu d'alcool, c'est plus simple que d'aller gérer le fragile, qui lui, non seulement est fragile, a plein de pathologies, il tombe dans sa chambre, et puis qu'en plus, il a un accompagnement qui le surassiste. Et c'est un petit peu ce qu'on va deviner ici. Et c'est toujours intéressant de voir où se situe l'aide pour voir effectivement si elle est effectivement adaptée. Donc, quelle procédure, quel accompagnement finalement de ces patients-là? Ok, on sait qu'il y a différentes populations, ok, on sait qu'il y a différents risques. On a parlé de dépistage, on a parlé de bilan. Vous vous rendez compte que si on veut appréhender ces risques, on ne peut pas éviter le moment où on va rencontrer nos patients, les regarder de façon, je dirais, clinique, de relever les antécédents. Parce que quand on lit les antécédents de chute, il y a des bizarreries parfois dans les parcours, donc ça vaut le coup d'essayer de les éclairer. Tiens, pourquoi là vous êtes tombé? J'ai vu qu'il n'y avait rien après. Mais en fait, pourquoi vous ne faites plus vos courses? C'est quoi le lien? Pourquoi je vous trouve aujourd'hui à chuter sur votre chaise percée? Or, il y a 6 mois, vous faisiez vos courses. Pour finalement découvrir que les patients sont tombés, ils ont eu peur, ils allaient chercher leur pain à 500 mètres, et puis ça fait 6 mois qu'il ne sort plus, et puis vous, au moment où vous le croisez, il est tombé en faisant son quart de tour dans sa chambre sur sa chaise percée. Donc là, il s'est passé quelque chose, et c'est tout à fait intéressant de bien comprendre, de bien quantifier ce qui s'est passé. Voilà, et puis c'est surtout le chuteur, pour beaucoup d'entre eux, il y a des angoisses, il y a des questions, il y a des envies, il y a des objectifs qui se portent, qui ne sont pas forcément les vôtres. Et donc, c'est comprendre leur hiérarchisation, ça c'est la préparation à l'éducation. Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur chute? Souvent, ils ne connaissent pas. Souvent, l'intérêt de faire un bilan, c'est pour un peu leur expliquer, leur donner un sens à tout ça. On dit, vous savez, je comprends, si vous êtes tombé, c'est parce que vous avez ci, vous avez ça. Ce n'est pas rédhibitoire. Si on suit ce que je vous dis, on va peut-être arriver à s'en sortir. Donc, la connaissance et puis, effectivement, une lecture de l'activité, donc dans les AVJ, et d'avoir cette idée oui, alors vous, aujourd'hui, pour sortir, vous sortez? Oui, seul? Non, pas seul, accompagné? Ah oui, finalement, c'est vous. Oui, en fait, on vous accompagne. Non, en fait, vous n'y allez pas, on le fait à votre place. Donc, quel est le niveau d'aide aujourd'hui? Qu'est-ce qui est compensé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que vous êtes pour la cuisine? Quelles sont vos réelles capacités? Qu'est-ce que vous ne faites plus depuis un petit moment? Même si on considère que c'est normal. Et voilà donc des éléments qui vont beaucoup vous aider, enfin qui nous aident beaucoup, je pense que peut-être certains d'entre vous le font, hein, mais on voit bien que c'est toute cette démarche primaire qui va nous permettre des antécédents, de comprendre finalement le trajectoire de vie. Et je pense que quand on a en tête ces différents profils, on arrive assez vite à les ranger. On voit très très vite de qui finalement qui on a affaire. D'abord, on les voit, visuellement ça se voit très très bien, qui est assez autonome, mais souvent les plus autonomes, quand on creuse un peu, on se rend compte que peut-être il bascule chez le fragile quand même, parce qu'en réalité, quand on le pousse un peu, quand on s'interroge, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est intéressant de relever un maximum d'informations sur ces questions-là. Et puis ensuite, c'est le moment. Effectivement, on vous a présenté le Stratify, le Hendrich 2, les faux screen tests. 3 bilans, pas parce que le Stratify, c'est plutôt des patients fragiles qui entrent à l'hôpital. Le Hendrich, c'est plutôt les fragiles et les dépendants. Et le FST, c'est plutôt les sujets robustes, voire pré-fragiles, qui vont être éligibles à ces facteurs-là. On ne va pas faire un faux screen test chez un patient dément. Donc, différents. Fabrice va dire ce qu'on pouvait attendre d'un dépistage. Mais surtout, un dépistage,
c'est de quantifier. Le N-2, il est sympa pour ça, c'est-à-dire qu'on va vous dire, il y a quand même des facteurs qui pèsent plus lourd que d'autres. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a différents facteurs à travailler. Et là, on retrouve d'autres bilans. On trouve les bilans Tinetti, ouais, si on veut, effectivement, c'est les stratégies de cheville, de hanche, on le voit à travers Tinetti. Le Get Up and Go, c'est un très très bon bilan. Fonctionnel, l'utilisation de données techniques, c'est excellent. La double tâche, effectivement, la cognition, des dépistages cognitifs, des évaluations cognitives, de l'ADL, de l'IADL, du profil de continence, miction impérieuse, miction précipitée, véritable incontinence, infection urinaire. Voilà, voir le vrai profil de la polyacurie, voilà, savoir un peu leur profil continent, pour juste faire le lien avec l'activité que cela suppose d'avoir une miction qui soit différente d'un individu à l'autre. L'alimentaire, les niveaux alimentaires, travailler tout simplement sur l'alimentation, leur prise alimentaire, vérifier que l'alimentation, le comportement, avec tout ce que ça suppose. Donc chacun de ces, je ne vais pas les décrire ici, mais chacun de ces facteurs ont tous des bilans. Ont tous des bilans, parfois 2 ou 3 bilans par facteur de risque, parce qu'il y a un facteur de risque léger, il y a un facteur de risque quand il est bien présent, puis il y a un facteur de risque quand il est grave. Donc on peut tout à fait... alors le but, ce n'est pas de faire des bilans pour tout le monde, donc c'est ça que le dépistage est intéressant, c'est que le dépistage fait pointer du doigt ce qui est le plus important, et là peut-être que j'ai le temps, ou ça peut être le coup que j'aille creuser plus spécifiquement ce facteur-là. Si j'arrive à l'identifier avant, alors je vais pouvoir effectivement plus aller le creuser, et vraiment m'intéresser à leur continence, par exemple, et un peu moins à leur équilibre. C'est important, mais c'est moins important. Et donc, quand on ne peut pas tout faire et avec tout le monde, eh ben, on essaie de hiérarchiser de cette façon-là. Et puis ensuite, la troisième phase, c'est effectivement... Alors, quelqu'un a posé la question des bilans tout à l'heure, là, sur les bilans ergo. Alors oui, c'est des bons bilans, mais il y a des bilans qui existent de l'activité, sans doute. La chute, ce dont on est arrivé avec le professeur Blanc, on a travaillé avec lui, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait être très pluriactivité et pluricite. Donc, on a mis en place, on ne vous l'a pas montré aujourd'hui, mais on a mis en place une analyse d'activité qui se rapproche des façons d'aborder comme la NPS, par exemple, ou comme les grilles d'autonomie, avec vraiment des facteurs, quels sont les facteurs en place d'anticipation, les troubles de l'équilibre, la peur de tomber, et quels sont les facteurs dits aggravants, ceux qui ne sont pas directement, mais compte tenu du fait que si j'ai peur et que si je ne suis pas bien, il y a des facteurs quand même qui sont aggravants. Hein, si je vous précipite ou si je vous monte la marche pour monter, ça va être aggravant chez ce sujet-là. Et finalement, quand on lit l'activité comme ça, avec une cotation d'équilibre dans l'activité qui va être inspirée par exemple d'un Get Up and Go qui est très fonctionnel, voilà, c'est surtout le type d'approche, c'est très diagnostique. Je dirais que c'est plus large que le MPS, mais la logique de l'MPS est tout à fait intéressante. Mais comme disait Fabrice tout à l'heure, on a vu un patient sortir de chez lui, se lever du lit, dans une cuisine, aller dehors, prendre l'escalier, porter un sac, prendre, marcher X temps, passer dans l'herbe, faire un contour, pouvoir se relever du sol, gérer plusieurs choses à la fois. Voilà comment dans la vie en général on va être exposé à ça. Et donc, c'est intéressant d'aller vérifier chacune d'entre elles pour voir à quel moment, finalement, j'ai le risque. Quand on marche sans lumière aussi, c'est souvent intéressant de marcher les gens dans le noir parce qu'ils marchent dans le noir ou ils marchent dans des endroits non éclairés. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a toujours pas vu que c'est ça qui posait problème. Souvent, on va rater un sujet qui ne voit pas bien. Et c'est tout à fait simple, il ne voit pas bien. Et j'ai envie de dire, quand dans la vie, vous ne voyez pas bien, on vous met tout de suite des lunettes sur le nez. Donc voilà, vous voyez, c'est une approche comme ceci. Donc c'est une approche qui est intéressante, mais c'est vrai que la chute, c'est tellement plurifactoriel chez le fragile, surtout, que c'est vrai qu'on a dû établir un outil qui répondait finalement à toutes ces attentes-là. Voilà, donc quelle cible d'action? Eh bien, vous connaissez, ça c'est le Goal Attainment Scale, c'est tout simplement une fiche d'auto-détermination de ses propres objectifs. Alors la chute, il y a pas mal de choses à faire. Alors est-ce qu'il faut que j'aide dans la pathologie du patient son entourage? Est-ce que je vais suivre l'évolution des troubles? Est-ce que je vais les quantifier? Est-ce que je vais essayer de les réévaluer? Ça dépend du temps que j'ai. Ça dépend du service dans lequel je suis, dans le lieu dans lequel je travaille. Je suis en EHPAD, j'en ai ça, je suis à domicile. J'ai pas les mêmes. Maître du temps, Cyril aussi. J'ai pas le même matériel, mais j'ai fini. J'ai pas le même matériel et j'ai pas les mêmes attentes. Donc ça, on peut essayer effectivement de se mettre des objectifs et de se suivre. Et pour finir, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous propose également de vous intéresser à des programmes. Il y a beaucoup de programmes d'auto-exercice qui sont sortis, alors qui ont été validés, hein, qui ont montré leurs effets positifs chez les patients fragiles. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que c'est des bilans d'équilibre qui n'ont rien inventé. On se met sur un pied, on plie les genoux. Ça, je crois que ça fait longtemps qu'on le sait. Par contre, il y a des supports éducatifs.
il y a des bilans avant, après. On ne fait pas faire n'importe quoi à n'importe qui. C'est quantifié, c'est suivi. Et puis, c'est surtout très auto-éducatif, auto-éducation, auto-exercice. Et c'est pour cette raison-là que ces bilans, que ces activités ont marché. Alors, voilà, je crois que pour finir ça, il reste que c'est vrai qu'il faut s'intéresser à tout, il faut dépister, il faut analyser. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes, vous les voyez, Otago, Vivre, le Life, qui sont des programmes qui sont intéressants, qui ont montré leurs preuves. Alors, il faut les suivre, il faut les mettre en place, il faut prévoir, il faut les mettre en place, il faut évaluer. Et puis là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, allez, il y a 7 états différents. Donc, selon votre classe, vous ne faites pas tout à fait les mêmes choses. Donc, ça aussi, c'est possible de s'intéresser spécifiquement à la mise en place de ces programmes qui vont rejoindre un peu les exercices d'équilibre, mais qui sont bien plus que ça. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on est ouvert aux discussions. Je vois qu'il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si Fabrice t'y a répondu. Oui, j'ai répondu, je pense, au fur et à mesure à quelques questions. Alors, il y a des bilans qu'on va vous communiquer là. Est-ce que tu as fini le partage d'écran, Cyril? Comme ça, je peux Oui, reprendre la main. je vais arrêter. Tac. Hop, Voilà. je vais ouvrir le dernier élément. Hop. Donc, avant de vous faire le partage, je vais quand même vous dire un mot. C'était notre première sur un webinaire sur Sauvetage Formation. Juste vous dire que voilà, on organise des formations sur différentes thématiques que vous pourrez retrouver dans le catalogue, qu'on vous mettra aussi en lien sur la maladie d'Alzheimer, Parkinson, l'activation motrice, le positionnement, donc la prévention des chutes avec plusieurs types de programmes, la prévention des escarres, aménager l'environnement et l'intervenir en EHPAD. Ça, c'est pour les jeunes ergothérapeutes diplômés. Sur la prévention des chutes, donc c'est essentiellement des formations animées avec le professeur Hubert Blin et Cyril Vigourou, et pour lesquelles nous avons travaillé ensemble sur le montage. Bon, un atelier équilibre, ça c'est par rapport à l'industriel qui a un dispositif d'atelier équilibre, mais surtout prévention des chutes en établissement. Là, c'est un travail qui permet de mettre en place une procédure en établissement. C'est actuellement obligatoire dans la certification. Très peu d'établissements ont une véritable procédure complète de prévention des chutes, hormis des actions de prévention. Donc là, on va les aider à monter une procédure de prévention. Formation, c'est la réadaptation des personnes âgées chuteuses. Et donc là, avec une formation complète qui va permettre de travailler pour les rééducateurs essentiellement, les ergots, les kinés, les psychomotriciens, pour travailler sur, là aussi, faire de la prévention au niveau des chutes, mais aussi on parlera d'aménagement, on va parler des techniques, on va parler, etc. Et puis un tout nouveau programme qui se met en place avec Cyril, rééducation, entretien de l'équilibre, qui parlera justement des programmes Otago, là, dont ils vont vous parler, etc., des programmes validés, sur comment les cibler, choisir des programmes. Là, c'est que sur l'équilibre. Voilà. Donc, avant de vous dire merci, je vais donc vous faire circuler pour que vous puissiez télécharger. Ça va juste me demander une petite manœuvre. Je m'excuse un petit peu de la gestuelle par rapport à la manœuvre. Donc, je vais prendre différents documents et les faire passer. Hop. Je vois qu'il y a quelques questions. Pendant que tu fais ça, j'ai répondu à une question là sur les questions-réponses, sur comment aborder les familles. Les familles, souvent, les bilans, alors il n'y a pas tellement de bilans, sauf que je vous disais que c'est vrai que les évaluations de peur de tomber sont assez intéressantes, parce que comme la peur de tomber, finalement, on cible un maximum d'activités en croisant toujours avec la question « est-ce que vous avez peur de tomber ?» et que les patients nous disent « ça, de toute façon, je ne le fais plus ». Et vous arrivez assez vite à cibler assez vite ce qui ne va pas. Et c'est un bon départ. Mais il n'y a pas de bilan spécifique famille, parce qu'il y a tellement de choses, de profils différents. Je continue à dire que mais quelqu'un a fait la remarque, ce n'était pas évident. Oui, c'est pas évident, parce que d'abord, c'est pas que vous les croisez pas beaucoup, l'un, deux, trois, c'est que chacun travaille dans des secteurs, et on ne rencontre pas tout le monde. Et puis il y a des libéraux qui voient que des gens vachement bien, et puis il y a des gens qui voient que des gens vachement pas bien. Donc c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes classes. Par contre, c'est de savoir où est-ce qu'on est. Et du coup, quand vous avez un patient fragile, que vous savez qu'il a plusieurs facteurs de risque, vous les avez quantifiés. Problèmes musculaires, troubles de cognition, tout ça. Donc avec la peur de tomber, souvent, ça recoupe pas mal les choses. Et puis après, quand vous avez mis en confiance une famille, vous arrivez assez vite après ils vous livrent rapidement ce qui leur va, des soucis parfois très personnels. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois
Ah, vous a mis en téléchargement le FES international, qui est un bilan voilà, du risque de la peur de tomber. Il y en a d'autres, il y a le SAFE aussi. Alors, ils travaillent un peu différemment. Certains, c'est quelle confiance avez-vous sur certaines activités. D'autres, au contraire, savez-vous quelle est votre peur de tomber. Donc, ça peut poser les questions de façon un peu différente. Le FES, c'est surtout pour des personnes âgées, mais qui sont plutôt à domicile, parce qu'il y a à faire les courses, des choses comme ça. Je crois pas, je ne connais pas de bilan qui soit plus spécifique que les gens qui ont des activités plus réduites. Mais on peut tout à fait travailler, si vous prenez le SAFE, vous pouvez choisir vos questions et dire, sur une échelle de Likert de 10 points, sur, par exemple, aller seul à la salle à manger en EHPAD, est-ce que vous avez une confiance 0 absolument nulle et 10 absolument parfaite. Ouais. Le bilan de la peur de tomber peut vous identifier deux choses. D'abord, des sujets qui vont être en peur de tomber, donc en restriction d'activité, mais aussi des anosognosiques. Des sujets dont vous auriez vu que le bilan d'équilibre n'est pas très bon, mais vous dites 10 partout. Moi, je prends le bus, je fais du vélo et tout va bien. Et donc, il peut y avoir un décalage entre votre observation clinique et ce bilan. Donc, ils sont intéressants, on les met toujours, je crois, même maintenant dans les évaluations que l'on met en place, ou en tout cas en gériatrie au CHU de Nîmes. On vous a mis aussi les bilans Hendrix 2, Stratify dont on vous parlait. Le webinaire, c'est-à-dire la présentation que j'ai faite. Cyril, il faudrait que tu fasses circuler aussi ta présentation PDF pour qu'ils Ah aient oui, le que je temps la de mette pour télécharger. ceux qui sont encore là. Attendez. Le lien vers le catalogue aussi. On me dit votre webinaire est d'actualité. On va dire, mais le plan Oui, plan anti-chute, anti-chute, oui, oui, j'espère. oui. En tout cas, Alors, bon, si j'osais vous répondre, je pense qu'on est plus précis que le plan anti-chute. Mais ça m'engage que moi. ouais. Ce plan anti-chute, si vous l'avez lu, ce plan anti-chute, il est très très bien. Il est très très bien, mais il faut avouer que si vous regardez dans le détail, ça enfonce des portes ouvertes. Et surtout, ça ne dit pas ce qu'il faut faire. Ça dit voilà ce que les autres font, oui, et. Vraiment, on reste sur notre fin. Ça, c'est pas une vision, c'est vraiment ça. Donc, c'est très bien ce qu'il y a dans le plan anti-chute. Maintenant, je vais vous dire, vous avez fini de le lire et vous dites chouette, et maintenant, ça ne change pas grand-chose pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que, voilà, maintenant, la chute, il faut s'en occuper, quoi. La chaise, ça fait 10 ans qu'ils n'ont rien sorti. Les Australiens, ils ont sorti. Les Anglais ont sorti il y a l'année dernière. En France, on a quand même un retard de ce point de vue-là. La chaise n'a toujours rien sorti sur la double tâche, véritablement. Sur la Alors, peur de tomber, ils n'ont rien sorti. est-ce qu'on a le chute-à-dôme à faire circuler aussi, Cyril, avant Oui, ça, j'ai dit que je vous le laisserai, pardon. Alors, je voilà. vais le chercher. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va un petit peu plus loin. C'est juste ça. En tout cas, il y a une vraie réflexion. Je vais peut-être parler un peu plus du côté des ergothérapeutes sur, justement, dans ce plan anti-chute, il y aura des actions ergothérapiques. Et il y a une vraie réflexion à faire. Quelle est effectivement la place dans l'évaluation de l'environnement? Je pense qu'on s'éloigne un petit peu de modèles qu'avaient mis en place avec le Home Fast, les Nord-Américains, qui étaient juste d'aller regarder les dangers. On fait une liste en disant le tapis, c'est pas bien, etc. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les activités des individus. Est-ce qu'il y a un risque lié à la mise en situation dans des activités? Donc, c'est plutôt autour de ce genre de modèle-là que va travailler l'ergothérapeute, parce qu'un environnement qui peut apparaître anodin pour une personne est dangereux pour l'autre. Et justement, comme la plupart des gens tombent sur des activités routinières anodines, en particulier essentiellement en chambre et en cuisine, finalement, l'environnement, ce n'est pas que l'environnement, c'est l'attitude qu'ils ont dans l'environnement, mais c'est aussi leur podologie, leur chaussage, etc. C'est-à-dire que cet ergo est en lien forcément avec le kiné, peut-être avec le psychomotricien, avec l'activité physique adaptée. Donc, on va devoir vraiment faire du travail pluridisciplinaire. Ça va être totalement obligatoire si on veut qu'il y ait de l'efficacité derrière un plan. Et si on prend que par le petit bout de la lorgnette de changer la baignoire en douche, ça ne marche pas. On le sait maintenant, en particulier parce qu'il y a très peu de chutes liées aux baignoires, parce que les personnes ont un grand âge quand il y a une baignoire, mais ils n'y vont plus, tout simplement. À partir du moment où on a remis des douches, effectivement, ils y retournent. Et là, il peut y avoir des chutes. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Et il ne faut pas se limiter à des visions, je pense, qui sont un peu stéréotypées des choses. Travailler la prévention des chutes, c'est un vrai travail de longue haleine. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'aménagement et l'entraînement dans cet aménagement. Voilà. Donc, on va vous laisser. Je laisserai ouvert le webinaire. On va quand même vous dire au revoir parce qu'il est quand même un petit peu tard et que je pense que vous avez déjà été bien gentil de nous accompagner jusqu'à si tard. J'espère que ça vous aura plu. On va faire d'autres webinaires sauvetage formation. En particulier, je pense que le prochain thème va être sur des problématiques de positionnement. Je pense, on va essayer de regarder comment on peut l'organiser et quoi vous proposer. J'espère que la thématique, on a apporté certaines parties de réponse. Bien sûr, on vous attend, on est un organisme de formation, donc avec un immense plaisir de vous retrouver sur nos formations pour ça. Certaines de nos formations, vous les retrouvez aussi dans le catalogue de l'ANFE, puisqu'on est en partenariat avec l'ANFE pour certains, une part de nos formations.
Voilà. Je veux dire à certains là, qui nous quittent, qui disent je ne trouve pas les téléchargements. Ah, Normalement, si vous remontez dans la discussion, vous pouvez remonter hein, avec votre molette de souris, hein, vous remontez dans la discussion dans laquelle vous écrivez vos messages là. vous Alors, verrez c'est au un plus peu bas de la fastidieux parce que tout discussion. le monde a répondu, mais vous allez Ah trouver oui. à un moment donné des PDF. Alors, je ne sais pas si ça va vous aider. Envoyé vers 9h47 pour ma part et 9h42 si ça peut vous aider de retrouver des heures. Euh, voilà. Normalement, vous les retrouvez, nos PDF en téléchargement. Ils sont un peu plus haut dans la discussion. Il y a qu'à cliquer dessus pour les prendre sur Si votre mail. jamais il y a des difficultés, bah, écrivez à Sauvetage Formation, on trouvera un moyen de vous transmettre Ah les oui. éléments, hein, voilà. Alors, s'il y en a qui sont sur mobile, eh ben, envoyez un mail à Sauvetage et on vous Ah oui, enverra les éléments. Alors, d'accord. oui, Tout à fait. Tout à sur fait. Sur mobile, c'est mobile, pas ça va possible. être un peu plus délicat. Bon, avec Cyril, on va vous quitter, on va couper nos écrans, mais pour que vous ayez le temps de télécharger, on laisse tourner le Dans 10 webinaire. minutes. On vous dit à bientôt et merci pour votre attention. Au revoir. Merci, au revoir et très bonne soirée à tous. Merci.